Iemotep. Ankuja Seneb. Toi Wencher. Bienvenue dans le Père Ankemteuti, l'Académie de la culture noire Kemeti, ainsi que ceux de Bikoudi. Et bienvenue dans une émission avec Baba Kinkela Kufuimotep Atumra Akenatan Shango. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Nous allons plus ou moins lire, en fait, un message qui nous a été envoyé avec plusieurs questionnements. C'est un message que nous allons lire de manière anonyme, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans le message qui a été dit. Donc, voilà pourquoi nous allons partager ce message. Mais d'abord, avant de commencer, nous allons demander, Baba Kinkela, comment tu vas? Comme Ra, comme le soleil, je me lève et je me couche chaque soir. Ankuja Seneb. Toi, Winter. Alors, je vais commencer à lire le message. Et alors, voilà la personne qui dit. La personne dit, mis à part l'emploi qui s'avère de plus en plus difficile à trouver, surtout dans cette circonstance avec ce que nous connaissons aujourd'hui, mais et surtout pour travailler dans des meilleures conditions possibles, surtout sur le plan psychique et psychologique. Car je constate depuis plusieurs années que l'emploi devient de plus en plus compétitif et pourrait nous mettre des bâtons dans les roues. Même pour les professions peu qualifiées, voire sans qualification, comme par exemple logistique et la distribution, c'est le même bordel. Je t'ai suivi également chez Mobile Makassi et The African Chronicles, et franchement bravo. Quelle richesse d'enseignement de qualité que tu possèdes, c'est passionnant et ça fait plaisir à voir. Tu pourrais être également un excellent conteur. Ton parcours de vie n'a pas été simple et j'admire ton courage. Tu es une source d'inspiration. Ton parcours... Je me pose pas mal de questions existentielles, notamment sur les extraterrestres, dont je fais des recherches de mon côté et j'ai écouté également des vidéos audio où tu en parlais sur ta chaîne YouTube. Alors, avons-nous des ancêtres extraterrestres noirs? Ankuja Seneb, mon frère qui pose cette question. Et la question finale, et tout comme le corps du texte, et quand on y va dans une analyse tectonique, on y rencontre quand même plusieurs concepts qui ont été développés. Le premier concept sur lequel je vais revenir est celui du travail. Okay? Le travail tel qu'il est défini aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons est une activité qui a comme pour seul et unique objectif, c'est lui de produire ou de permettre de retracer ou de rentrer à disposition des ressources qui permettent le sustentement, c'est-à-dire la vie. Alors, je vais pour commencer mettre un petit parallélisme. Et regardez l'être humain est le seul animal, l'être humain sociétaire, l'être humain engagé dans la vie des sociétés telles que nous les considérons aujourd'hui, et le seul être qui, lui, doit travailler pour manger. Ok? La source du sustentement, la source de la survie, n'est plus la source, mais c'est le travail. Mais ceci ne désengage pas le travail pour soi, mais je veux que vous me suivez légèrement dans une forme d'introspection analytique. Mais les animaux travaillent. Vous êtes d'accord avec moi? Dans la création, il y a ce qu'on appelle les rôles. Chaque animal a un rôle et de ce rôle, il tient son sustentement. Ok? Le lion fait les lions, il fait partie d'un écosystème. Vous le savez très bien que si dans un territoire donné, on éliminait les lions, eh bien, l'écosystème complexivement concis andrait en tilt. Si on élimine des dauphins, comme nous le voyons souvent arriver, eh bien, l'écosystème va en tilt parce que l'écosystème est un organisme complet à son tour. Et il est composé d'autres organismes qui ont des fonctionnalités. La fonctionnalité de tout et chacun, par espèce, par race, et ainsi divisé, ok, fait partie de la vie de la source.
La vie telle qu'elle est conçue, programmée et mise en acte par la source. Et c'est un travail pour lequel il n'y a pas de chômage. Avez déjà vous vu un lion en chômage? Ou avez déjà vous vu un oiseau ou un arbre ou un poisson en chômage? Non, parce que le chômage n'existait pas. Or, de la contextualisation de la société qui veut l'homme esclave, qui veut l'homme complètement retiré de la source et de la vie, parce que la vie c'est la source, la vie c'est Ankh. Or, des Ankh, la vie n'existait pas, c'est quelque chose d'autre. Ok? C'est comme ça on parle aujourd'hui de la réalité fictive en tant que la réalité, disons, artificielle. Ok? Et la réalité artificielle n'est pas seulement sur Internet. C'est là où il y a une erreur. La réalité artificielle a pour, comment je peux dire cela, a pour élément d'expression les computers et autres. Mais la réalité artificielle est déjà une réalité non naturelle. C'est quoi une réalité naturelle? C'est une réalité dans laquelle on ne fonctionne plus selon les paramètres de la nature. C'est quoi les paramètres en nature? Eh bien, participer, avoir une fonctionnalité en conformité avec les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est les lois du nature, et le nature, c'est la source. Alors, la vie artificielle a ce qu'on appelle une phase automatique. Comment je peux dire là? Je peux le dire. Il y a une phase pas automatique, mais pas autonome. Le mot m'échappe un peu, je vais continuer, ça va revenir. La vie artificielle a une phase pas non plus générique, l'expression m'échappe, elle va revenir à un moment donné. Ce que je voudrais dire, elle a une phase où elle ne se déroule pas dans le computer. Pourquoi le computer promet la vie artificielle? Parce qu'elle est sans conscience. Et quand on mène des gens une vie sans conscience, ok, on est déjà dans cette phase-là automane de la vie artificielle. Une vie détachée. Une vie détachée, mais il y a une expression technique qui est en train de m'échapper là-dessus. Disons la partie mécanique. Imaginez un peu mécanique, électronique et digital. Ok? En fait, il y a le digital, ok? Et puis, avant le digital, il y a le numérique. Voilà l'expression. Digital et numérique. Prenons la vie artificielle, elle devient digitale. Mais avant d'être digitale, c'est ce que nous voyons avec les instruments technologiques. Mais avant d'être digitale, elle est d'abord numérique. C'est quoi la vie artificielle numérique? C'est une vie dans laquelle la vie n'est plus inclus dans les mécanismes fonctionnels de la source, de la manifestation du nature par la nature, mais elle en est détachée. C'est dans cet exemple-là que nous avons le travail. Alors, je ne vais pas trop aller en profondeur là-dedans. Je vais répondre à la question et justifier ou donner la réponse pourquoi ce travail devient aussi compétitif. Parce qu'en fait, ce n'est pas un travail naturel. Plus on est dans cette orientation du travail, plus on s'est fait intoxiquer, on s'est fait posséder, ok, par des vibrations de basse entité, de basse fréquence. Plus nous nous remplissons des fréquences des entités de basse fréquence, des énergies de basse fréquence, et plus nous manifestons des comportements disassociatifs et malades, comme par exemple, disons, comme mon frère disait ici, la compétition. La compétition, c'est être ennemi de la vie. La compétition, c'est vouloir étouffer la vie. Et c'est un mécanisme, où c'est un point, où c'est un indicateur qui exprime les degrés d'aliénation du point de vue de la nature divine des choses. Voilà l'orientation de ce qui est en train de se passer. Et mon frère qui pose cette question, et comme à tous les frères qui pensent qu'ils ont des difficultés à trouver le travail, non, c'est impossible. Tout être sur terre trouve son stament par la mise en pratique de sa nature,
de sa fonctionnalité divine, vous devez trouver la vôtre, votre rôle. Si il ne vous vient pas cela de manière automatique, je vais vous donner un exercice à faire. Trouvez les rôles de chaque animal dans la nature. Que font les lions? Quel est le rôle des lions du point de vue de l'écosystème? Pourquoi si on éliminait les lions, l'écosystème andrait en tilt? Quel est le rôle des fourmis dans l'écosystème? Pensez-vous que les fourmis sont des animaux, quand ils rentrent là, nous devons tout simplement les brûler ou les mettre dans l'eau chaude? Quel est le rôle dans l'écosystème? Qu'est-ce qui arrive quand 500 papillons meurent? Quel est le déséquilibre? Si vous n'arrivez pas de manière objective à trouver des réponses à ce genre de questions, eh bien, je vous renvoie à National Geographic, où ce genre de travail est bien fait. Une fois que vous aurez compris, vous aurez mis la paix à comprendre la fonctionnalité nécessaire pour le maintien de l'existence et de la vie, vous trouverez la vôtre. En conclusion, je vais répondre sur la nature, sur les extraterrestres. Bien, c'est une littérature énorme qui a commencé depuis très longtemps. Mais vous devez comprendre que j'ai fait des vidéos il y a 8 ans, 9 ans sur les extraterrestres. Il faut comprendre que les niveaux d'information qu'il y avait à cette époque-là n'est pas le niveau d'information que nous avons aujourd'hui. À cette époque, nous avons donné notre meilleur par rapport au niveau d'information que j'avais devant moi, au niveau des connaissances. Et ce niveau de connaissances aujourd'hui a été longuement dépassé. Je ne vais pas m'articuler très longtemps dessus et répondre à la question sur les extraterrestres. Eh bien, il faut d'abord comprendre qu'il y a 10 ans, 9 ans, il y a des notions qui n'étaient pas connues. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a les extraterrestres, les intraterrestres et les extraterrestres. Les extraterrestres, ce sont ceux qui ont habité sur cette terre il y a très longtemps et dit à des situations catastrophiques, ils ont dit partir de la terre. Ils ont dit partir de la terre. Et ils sont restés en orbite pendant tellement longtemps que leur physiologie a changé et ils ne pouvaient plus revenir sur terre. Ce sont les extraterrestres. Et puis il y a les intraterrestres. Les extraterrestres, il faut savoir que la planète Terre, comme toute autre Terre, toute autre planète, peut être habitée à l'intérieur ou dans les abzus. Les abzus, c'est dans les intérieurs. Les mondes intérieurs, vous avez entendu parler de Shambhala, ou vous avez vu des émissions où certains militaires anglais ou cancers américains autres ils se sont retrouvés dans des régions inconnues. Vous connaissez l'histoire de l'Antarctique, les mers de l'Antarctique dans lesquels nous nous retrouvons confinés. Voilà, il existe les mondes ici. Okay? Les qui et les mondes d'intérieur, les abzus. Okay? C'est des mots abzus en Médu Nature qui sont les mots abyss, ce qui est enfoui. Eh bien, c'est un monde. Et puis, maintenant, les extraterrestres, en réalité, quand nous parlons des extraterrestres, nous sommes, pour la plus générique, on parle des gris. Et les gris, ok, font partie de la famille de ce qu'on appelle les Jina Aboul. Ce sont les soldats, foot soldiers, c'est-à-dire les soldats, les petits soldats. Okay? Ces êtres-là, si nous les appelons extraterrestres, c'est-à-dire nous serons aussi, nous aussi, extraterrestres. Souvenez-vous qu'il y a scientifiquement, on a ce qu'on a retrouvé, ce qu'on appelle des junk DNA. Les junk DNA qui représentent les 80% des DNA humains, on l'appelle junk DNA. L'ADN poubelle. L'ADN poubelle, ok. On l'appelle l'ADN poubelle pour cacher une vérité, c'est-à-dire cet ADN-là n'existe nulle part sur Terre. Ok. Maintenant, de ce point de vue-là, si nous parlons des extraterrestres, nous devons considérer que nous sommes extraterrestres, nous aussi. Parce que nous sommes arrivés où notre patrimoine génétique n'est pas originaire d'ici, il est arrivé. Maintenant, à ces points-là, si nous avons des ancêtres anormaux, si nous avons un DNA qui était apporté ici, qui n'est pas humain, qu'on appelle ADN poubelle, elle est venue de notre monde. Cela va de soi. Que ceux qui nous ont apporté ce DNA représentent l'humanité qui est venue avant nous et donc nous avons des ancêtres là-dessus. Notre galaxie, le monde est énorme, toutes les planètes sont habitées. Ne vous penchez même pas à penser le contraire. Et oui, il y a des frères et sœurs là-dehors. Il y a des frères et des sœurs là-dehors. Il y a des frères et sœurs là-dehors mélanodermes, okay, qui sont partis, habitent sur d'autres mondes ou qui sont encore qui vivent en orbite. Et nous avons aussi des ancêtres
du point de vue de la descendance raciale et qui font partie de la grande famille de ce qu'on appelle les Jina Aboul, d'où nous descendons. Okay? Donc, aujourd'hui, ce thème est un thème d'une complexité incroyable et qui ne peut être affronté de manière sérieuse que par les gens qui sont arrivés à un niveau de compréhension, d'intégrité absolue. Ce n'est pas un sujet que je recommande à tout le monde. Okay? Ce n'est pas un sujet de spéculation. Ce n'est pas un sujet de parler au coin. Ce n'est pas un sujet pour impressionner les filles. C'est un sujet de connaissance absolue. Et ceux qui ont atteint ce qu'on appelle l'illumination peuvent comprendre de ceux qui sont en train de parler. Parce qu'il y a des phases. Il y a l'éveil et puis il y a l'illumination, des parcours. Au niveau de l'éveil, ce ne sont pas des choses qui sont importantes. C'est inutile. Je dirais même qu'ils sont contre-productifs. C'est seulement au niveau des parcours de l'élimination que cela devient intéressant parce que dans l'élimination, on étudie l'histoire du cosmos. Mais si je vous pose la question et vous vous dites que vous êtes africain et je vous dis au XIIIe siècle, comment vous appeliez-vous? Vous ne savez pas et vous voulez comprendre l'histoire du cosmos. Vous vous rendez compte que nous sommes dans l'erreur et ce n'est pas une bonne chose. Et donc, pour pouvoir arriver à ces points-là, il faut commencer d'abord par maîtriser ce qu'on a. Et nous devons maîtriser la vie mélanoderme, chose qui n'est pas encore faite. Alors, je ne sais pas si nous avons encore une question que j'ai manqué un point de cette Oui, il reste encore 3 questions, mais je pense que la question qu'il voulait vraiment pointer, c'est quand on parle, on sait aujourd'hui qu'il y a des extraterrestres, ici à gauche, par-ci, par-là, on retrouve même des restes un peu partout. Il y a beaucoup de preuves un peu partout aujourd'hui. Mais la question qu'il demande, c'est est-ce que les extraterrestres existent-ils réellement sur notre plan? Donc ça veut dire sur notre plan d'existence, je peux même dire sur notre ère, couramment comme on est là comme ça. Est-ce qu'il y a des extraterrestres qui rôment encore la Terre? Absolument. Absolument. Notre Terre, si vous allez dans les différents documents religieux, et quand on parle des dieux, quand vous parlez des dieux, ce sont les extraterrestres. Ceux qui ont apporté la vie sur Terre. Bien entendu, dans ma discipline, nous appelons cela les Jina Aboul. Okay? Les Jina Aboul signifient les maîtres de la splendeur. Et les Jina Aboul est une grande catégorie. C'est comme quand on dit l'humanité. Dans l'humanité, il y a les Noirs, il y a les Indiens, et puis il y a ceux qui sont longs, il y a toute une... Alors quand on parle des extraterrestres, c'est aussi un terme générique que nous appelons en termes propres des Jina Aboul. Ok? Et les Jina Aboul sont les descendants des Moussilime, qui sont nos ancêtres premiers qui sont arrivés, qui ont débarqué sur ce système solaire il y a des millions d'années. Les Jina Aboul débarquent sur Terre de manière définitive quand les bestiaires célestes ils ont sombré sur Terre et a échoué sur Terre il y a 300 000 ans. Okay? Et la toute première humanité humaine a été créée par les Jina Aboul dans la section des Amargis. Okay? Les Amargis sont les Amassatoum de la Terre, il y a 760 000 ans. Mais c'est une histoire d'une complexité incroyable. Ne peut être embrassée que par ceux qui sont à ce niveau-là, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'illumination, pas ceux qui sont dans l'éveil. Pour répondre à cette question de manière, disons, directe, oui. La Terre est habitée par plusieurs êtres. Et même seulement quand nous parlons des humanoïdes, les humanoïdes et les autres comme nous, eh bien, il existe bien 73 types d'humanoïdes différents. Posez-vous la question, combien en avez-vous déjà vu humanoïdes en tant que ceux qui nous ressemblent? Il y a 73 types d'humanoïdes différents sur la planète Terre. Et là, je parle des êtres corporels, avec les corps physiques, un corps de manifestation matérielle. Okay? Et puis, il y a aussi les êtres dont le corps n'a pas une manifestation matérielle, communément appelés les esprits, ou par exemple, la catégorie qui se trouve entre ceux qui ont la manifestation physique, okay, et ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire une zone intermédiaire de ces êtres qui sont en mesure de manipuler leur taux vibratoire pour passer d'une dimension à une autre, d'un monde à un autre, eh bien, il y en a beaucoup encore. Et cela nous trouve la catégorie des djinns. Les djinns se manifestent sur le plan du ki, troisième niveau dans lequel nous vivons. Et puis après les ki, nous avons les kurbala.
Après les cours Bala, nous avons les cours GIA, parce que notre monde contient, possède 3 grandes bandes de fréquences différentes. Nous sommes sur l'équi. L'équi, c'est la 3e dimension dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, il a les cours GIA, les 2e, et puis il a les cours Bala qui est les premiers. Alors, la capacité à transiter sur ces 3 plans, okay, découle de ces êtres que vous voyez apparaître et disparaître. Mais là aussi, c'est toute une science. Okay? Et à la réponse, à la question, la réponse est oui. Il y en a tellement beaucoup. Tellement, tellement, tellement beaucoup. Et encore, comme je dis, c'est inutile d'aller chercher à comprendre ces phénomènes-là quand on n'a aucune maîtrise de ce que l'on est ici. L'on ne peut pas passer à l'école secondaire sans avoir commencé, fini, et sans avoir fini, peut-être ne même pas commencer l'école primaire. Il y a de l'ordre dans les systèmes de connaissances et de savoir, il y a de l'ordre. Dans la spiritualité, qui n'est que l'art de guérir. Parce que c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, sur les plans humains, avait été introduite et créée par Aoussar, Enki Eya. Ok? Où la spiritualité existe sur plusieurs plans. Et dans plusieurs mondes. Dans chaque monde, la spiritualité a un rôle différent. Ce n'est pas la même chose. Sur notre monde, la spiritualité a été créée comme mécanisme de guérison de l'ADN de l'homme qui avait été manipulé par les Anunnaki pour nous transformer en esclaves. Avant l'arrivée des Anunnaki, il y avait une spiritualité. Après l'arrivée des Anunnaki, il y avait une autre spiritualité qui, elle, avait été introduite par Aoussar, le Père suprême. Pourquoi? Pour nous aider à nous élever. Donc, la spiritualité est un processus de guérison. Mais il s'articule sur plusieurs plans. Et avoir le contrôle dans le monde dans lequel nous vivons, s'auto-connaître, avoir une définition, une culture, une identité définie sur les plans pratiques, est nécessaire. Ne vous laissez pas transporter par les nouvelles connaissances. Nous sommes tous ensemble, faisons tous ensemble la globalisation. Non, c'est la destruction de la globalisation. Parce que ça enlève la capacité d'autodétermination. Quand on dit voilà, non, c'est pas important d'être un homme ou une femme, tu peux choisir toi-même, tu es le sexe masculin, tu te définis féminin, ou bien tu es les deux. Non, c'est un mécanisme de destruction. Parce qu'elle ne permet pas l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est la spiritualité sur le plan physique. La spiritualité de tous les jours, l'ABC, c'est l'ancrage. L'ancrage, ce n'est pas un moment. L'ancrage, c'est toute la vie. La domination sur le plan physique, qui passe à travers les savoirs. Bon, Walter. Je vais passer à 2 questions qui nous restent. Il y a la question qui pose les géants ont-ils réellement existé? Et celle qui est connectée aussi avec l'autre question qui est les démons nés humains existent-ils réellement? Alors, je vais commencer par les géants. Et oui, les géants ont existé. Et je pense qu'il y a encore quelque part, ils existent encore. Okay? Les géants ont été appelés dans la tradition ancienne les Néphérous. Les Néphérous étaient les enfants nés des fils d'Aoussar et l'humanité. Alors, il y avait les fils de Seth et les fils d'Aoussar. Les fils de Seth étaient les Anunnaki. Okay? Les fils d'Aoussar étaient les Nungal, okay? Qui sont appelés dans la tradition biblique les anges déchus. Pourquoi on les appelle les anges déchus? Les anges déchus sont appelés ainsi parce qu'ils défendaient l'humanité. Selon la pratique des Itemura, les dieux les pères, okay? L'humanité ne servait à rien, il fallait les utiliser, il fallait les modifier génétiquement. C'était des esclaves. Alors, le Aoussar, qui devient par après défini comme le diable, pourquoi? Parce qu'il a, la Bible vous l'a dit, il allait enseigner l'homme la connaissance du bien et du mal, à ouvrir les yeux à l'homme, à reconnaître, à ne plus être un esclave. Ok? Lui et ses anges qui ont fait ce travail-là sont appelés les anges déchus. Déchus pourquoi? Parce qu'ils ont libéré l'homme. Alors, ces anges-là déchus, okay, les Nungal, okay, les Nungal, il y avait composé les Nungal et des Soukal, que je ne vais pas rentrer là-dessus, mais comprenez, quand on parle de ces anges déchus-là, ce sont eux qui vont avoir des enfants avec l'humanité.
Ces enfants-là qui vont naître seront énormément grands de taille. Énormément grands de taille. Et ils sont puissants. Ils sont beaucoup plus grands que les Jina Aboud même. Ils sont plus corpulents que les Anunnaki eux-mêmes. Et ils vont devenir les ennemis jurés des Anunnaki. Ok? Alors, dans une phase successive, il va y avoir ce qu'on appelle des autres modifications génétiques qui vont intervenir. Il faut savoir, quand je parle de modifications génétiques, je suis en train de vous parler des vaccinations. Ok? Maintenant, à travers des campagnes de vaccination, on va modifier les DNA encore. Si vous allez chez les... Il faut savoir que les Néférous, les enfants des Néférous et les Néférous sont aussi appelés les Doganes. Ok? En sumérien. Les Doganes et Dogon. Alors, si vous allez au village de Dogon, vous allez voir que pendant les festivités, ils se mettent toujours, ils font des spectacles dans lesquels ils se mettent sur des tiges d'arbres, des longs bâtons et ils marchent. Ça, c'est la mémoire ancestrale qui les rappelle qu'ils étaient des géants. Et partout dans le monde où vous trouvez ce genre de pratiques, c'était là où les géants existaient. Les modifications génétiques par vaccination ont permis de diminuer, de détruire, de manger les codes génétiques. Hein, comme ces vaccinations sont comme des termites. On vous introduit des termites qui vont commencer à ronger votre code génétique. Ronger. Et génération après génération, vous devenez moins fort, moins intelligent et petit détail. Et comme ça, vous êtes retourné. Mais si vous allez encore quelque part dans le monde, vous trouvez encore des géants qui sont encore quelque part là. Pas des géants, mais vous trouvez des gens avec 4 mètres déjà. Tu vois, déjà. Et vers le Kenya, vous trouvez ça aussi. Hein. Vous trouvez ça aussi. C'est-à-dire, certains codes il y a toujours des gens qui ont échappé à cela et le code est resté plus ou moins intègre. Comme par hasard, ces personnes n'entrent pas dans le code de Guinness. Non, ne rentrent pas dans le code de Guinness. Absolument pas. Et puis, la dernière question était les démons nés. En fait, la question pose par rapport, est-ce que les démons nés humains existent réellement? Ah oui, absolument. Si vous avez suivi à la Fiat, j'en ai parlé en extension. C'est quoi? Quand on dit un démon né, je vais donner un exemple très typique. Okay? Une personne, une femme, qui se donne dans l'alcool, dans la débauche, dans les mauvaises vies, qui parle très mal, elle vit de basses fréquences. Okay? Et le fait qu'elle vit dans ce désordre énergétique de basse fréquence, eh bien, elle va attirer vers elle des entités. Les entités vont l'habiter. Okay, maintenant, admettons que cette femme-là va concevoir. L'homme qui est en train de concevoir avec la femme ne réalise pas qu'elle est en train de concevoir avec un démon. Ok? Et le démon fait partie, attention, quand je parle des démons, je ne suis pas en train de parler des djinns, je ne suis pas en train de parler des Anunnaki. Quand je parle des démons, je suis en train de parler des Kingala. Ok? Qui sont des êtres qui sont à l'extérieur de notre monde, mais qui peuvent agir à travers certains cultes qui ont été enseignés par les Anunnaki, par les Anunnaki et les Kingu un peu partout. Ces êtres ne peuvent pas rentrer dans notre monde, mais ils peuvent manipuler certaines données à la base, c'est-à-dire, s'ils possèdent une femme pendant l'acte de copulation, ok, l'enfant qui va naître avec une forte empreinte. Pourquoi? Quand ils possèdent une personne, ils ne peuvent pas rester longtemps dans ce corps-là. Okay? Maintenant, si un enfant né dans cette vibration-là, ces êtres-là peuvent rester pendant longtemps, même pendant une journée. Et si cet enfant-là qui est né avec ses codes génétiques rencontre une fille qui aussi est née de la même situation, et entre elle et un fils, vous avez ce qu'on appelle Damien dans la littérature cinématographique horreur ancien. C'est-à-dire un né humain, mais qui a un nombre. C'est-à-dire son corps n'est pas fait pour habiter un esprit humain. Son corps est fait pour habiter un esprit démoniaque. Oui, c'est la situation. C'est très technique, mais vous l'avez. Je pense avoir répondu aux questions et peut-être même plus. Hein, je suis allé en profondeur. Je remercie aux frères qui se reconnaissent par les questions, la lecture des textes que j'ai reçus par mail ce matin même. Et je remercie et j'invite les autres à faire autant quand vous avez les questions. Vous pouvez toujours me les envoyer et je vais procéder à une forme de réponse pour tout le monde. Je vous remercie encore. Doua Necherene Ek Ank Uja Seneb.